Le traitement de l'infection au virus de l'hépatite B repose sur la décision unique des spécialistes. C'est bon. Seuls les spécialistes doivent vous suivre au grand jamais s'il faut engager un traitement selon votre profil biologique. Voilà ainsi initié le début de cette quatrième partie sur l'infection au virus de l'hépatite B. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette série, nous avons fait 3 parties disponibles. Si vous ne maîtrisez rien du virus, de ce virus, je vous invite à regarder les 3 autres parties avant d'arriver sur cette quatrième partie. Mais n'empêche que vous parvenez à comprendre beaucoup de choses abordées ici dans cette partie. Donc, allons-y dans quelques commentaires sur le traitement du virus de l'hépatite B. Comprenez bien ceci. On ne doit pas faire des traitements antirétroviraux spécifiques du fait de la fréquence très élevée des guérisons spontanées. Le plus souvent, si on a bien compris que le traitement antirétroviral n'est vraiment pas nécessaire à cause des personnes qui guérissent comme ça, le plus souvent, on va vous demander de revoir votre régime alimentaire. On va vous demander de prendre soin de votre organisme afin que votre organisme puisse l'éliminer par lui-même. On vous dit par exemple, évitez l'alcool parce que la boisson peut affecter vos organes. Arrêtez l'automédication. Arrêtez l'automédication. Vous comprenez? Voilà un peu le profil. Donc, on va te demander vraiment beaucoup plus de revoir ton alimentation. Et maintenant, associé à ça, on a ce qu'on appelle d'autres composantes physiques. On va vous demander de bien vous hydrater, de vous reposer et une vie vraiment saine. C'est-à-dire que le traitement de l'infection, c'est d'avoir une vie saine. Tu te reposes bien, tu t'hydrates bien, tu vis sainement. Ton corps va l'éliminer. Ok? Donc, maintenant, pour le cas des hépatites fulminantes, c'est-à-dire quoi? Les hépatites caractérisées par une forte réplication du virus avec une destruction massive des hépatocytes, on peut faire par exemple ce qu'on appelle des transplantations. On peut vous faire une greffe de foie. Bon, ça c'est dans un contexte vraiment adapté. Comprenez? Maintenant, pour les hépatites chroniques, c'est-à-dire que vous portez ça depuis comme ça là, on doit juste contrôler l'évolution du virus. Vous comprenez ça? Donc, le traitement de l'hépatite chronique, le but est de contrôler la réplication virale et d'arrêter l'évolution des lésions hépatiques vers la cirrhose. Et si possible, on doit induire une immunité permanente au patient, un contrôle de la réplication virale. Donc, quand vous portez le virus pendant longtemps, on va juste contrôler sa réplication et puis vous donner ces mêmes conseils d'une hygiène de vie saine, un rythme de vie sain. C'est-à-dire que vous devez être propre, posé et tout ça, éviter toutes les substances illicites, alcool et autres, là, tout ce qui peut intoxiquer le corps. Donc, en pratique, l'objectif du traitement, c'est-à-dire que les objectifs du traitement sont multiples. On a les objectifs virologiques, on doit rendre l'ADN indétectable dans le sang. L'objectif est de rendre l'ADN indétectable. Je répète bien. L'objectif, objectif virologique et biologique, bon, objectif virologique, rendre l'ADN indétectable. Objectif biochimique, normaliser le taux des transaminases, en l'occurrence le taux d'ALAT, alanine aminotransférase. L'objectif immunitaire, idéalement la disparition de l'antigène HBS, n'est-ce pas? Et atteindre une séroconversion à l'anticorps anti-HBS, matérialisé par l'apparition de ces anticorps anti-HBS dans le sang, signant la guérison, mais difficile et long avec les antiviraux actuels. C'est difficile d'atteindre ce niveau-là. C'est difficile d'atteindre un niveau de guérison avec les anticorps anti-HBS, mais c'est possible. Ça arrive beaucoup, n'est-ce pas? Pour être plus réaliste,
Pour les patients avec un antigène HbE, n'est-ce pas, on doit évoluer vers une séroconversion avec la présence des anticorps anti-HbE pour stopper la réplication. Et maintenant, les objectifs histologiques, on doit améliorer l'histologie hépatique, l'inflammation, les fibroses, avec des révisions partielles de la fibrose. C'est bon? On peut utiliser aussi les inhibiteurs nucléosidiques de la transaminase inverse, n'est-ce pas? Ténophobie, antécavie, vous comprenez ça? Dépendamment de la tolérance, des monothérapies avec traitement à vie. Donc, quand le spécialiste décide de vous donner des antirétroviraux et tout ça, quand il dit ténophobie, anti-machin, bref, là, seul le spécialiste vous autorise à prendre ça. Et c'est à vie, vous comprenez? Surtout dans le cas des hépatites fulminantes, qu'on a détecté tôt, n'est-ce pas? Il y a également ce qu'on appelle des interférons alpha, n'est-ce pas? Qui peuvent avoir une durée vraiment limitée, vous comprenez? Avec des tolérances moyennes. Donc ça veut dire que le traitement est envisagé avec des molécules antirétrovirales, dépendamment des cas. Vous comprenez ça? Ce n'est pas tous les... C'est-à-dire que, on peut dire, dans 1% des cas, il y a 0,05% qu'on va engager. Sinon, la plupart, avoir une hygiène de vie saine. C'est simple. Tu pensais que j'allais dire quoi d'autre? C'est tout. Donc, comprenez ceci. Seules les hépatites B chroniques font l'objet d'un traitement antiviral. Ce traitement antiviral permet de bloquer la réplication du virus et l'évolution vers la cirrhose, mais permettant rarement la guérison. Vous avez compris ça? Oui. Donc, dans les hépatites chroniques, on peut autoriser un traitement antirétroviral, mais ça permet juste de limiter la réplication du virus. On empêche que le virus se réplique beaucoup. Mais sinon, ça ne permet pas d'aller à la guérison. C'est ton corps qui doit gérer. Maintenant, comment prévenir la prévention? La prévention de l'infection au virus de l'hépatite B pour la population générale est basée sur la vaccination obligatoire des jeunes enfants. On doit vacciner. La vaccination est obligatoire. Vous comprenez? Maintenant, chez les mères porteuses, c'est-à-dire les mères positives, les enfants reçoivent, n'est-ce pas, un traitement. Ils vont avoir, on va les administrer des anticorps. Vous comprenez, des anticorps, n'est-ce pas, de protection. 2 à 3 doses selon un schéma bien précis. Donc les mères, pendant leur suivi, les mères porteuses, les mères qui ont le virus, n'est-ce pas, et qui ont un enfant à la naissance, on doit donner des anticorps de protection à l'enfant pour détruire potentiellement ceux qui ont été en contact avec la mère, vu que la transmission est beaucoup liée de la mère à l'enfant. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, les professionnels de la santé, vous devez être vaccinés. Personnel médical, n'est-ce pas? Vaccinés. Les personnes qui vont passer des produits transfusés, en fait, des produits transfusés, les transplantés, tout ça. Nouveau-né, n'est-ce pas? Et on doit aussi veiller, veiller. En fait, il faut éviter les AES au maximum. Ou alors appliquer les bonnes conduites à tenir quand on a un AES, dépendamment de ceux qui sont dans le domaine de la santé. N'est-ce pas? Et bien évidemment, on doit lutter surtout contre les infections sexuellement transmissibles. Il faut utiliser les préservatifs, les gars. Oui, préservatifs. Lutter contre la toxicomanie, les gars, qui les substances illicites, arrêtez ça. Les injections des produits illicites, c'est quoi? N'est-ce pas?
Voilà. Et maintenant, les modes de contamination. Le plus souvent, par voie sexuelle, de la mère à l'enfant. Voilà les deux. Il y a par voie sexuelle, de la mère à l'enfant et l'administration des produits illicites. C'est là qui s'injectent les produits illicites là, par voie veineuse là. Vous comprenez? Voilà les trois grands profils de contamination. Maintenant, les autres indirects de la jarre, par exemple, par la sueur et toutes ces questions-là, là, il faut que la charge virale de la personne soit vraiment très élevée. Sinon, imaginez un peu quand vous êtes dans les boîtes de nuit et tout ça, la sueur là. Sinon, on est tous, je pense qu'on sera tous contaminés. Vous avez des salons de coiffure et autres. C'est qu'on sera tous contaminés, mais c'est possible. C'est bien possible. Tout dépend. Pas la sueur, la salive, vous voyez, le contact là. L'utilisation des mêmes outils, tout ça là. Il faut que la charge virale de la personne soit très élevée et que vous ayez une ouverture. Parce que si vous n'avez pas d'ouverture pour que le virus puisse passer, il ne peut pas passer. Parce que rien que la peau, c'est une barrière. Si vous êtes contaminé, parfois même si vous avez une charge virale élevée, votre peau touche la mienne. Le virus ne peut pas facilement traverser cette peau. Vous comprenez? Mais s'il y a une ouverture, une blessure ou tout autre, il peut passer. Mais sinon, la sueur, la salive, il faut vraiment que la charge virale soit élevée. Et on doit avoir une porte d'entrée, une plaie, une fissure, vous comprenez, une atteinte de la couche protectrice. Vous comprenez ça? Maintenant, pendant les transfusions également. La transfusion, oui, oui, oui. Nous, dans certains contextes, ils sélectionnent les donneurs juste avec l'antigène HBS. Or, moi, je le fais avec les 5 paramètres. Ce qui fait que si une personne a été en contact, on peut savoir et éliminer. Mais en contexte limité, beaucoup n'utilisent pas cette sélection aussi là. Mais sinon, le test ELISA est largement nécessaire pour la validation, comme les tests moléculaires. Vous comprenez? Mais ce que je propose pour les tests de première intention en cas de sélection des donneurs, pour ne pas gaspiller vos tests, utilisez le simple paramètre. Là, vous éliminez massivement et mieux. C'est bon? Donc, nous préférons cette cassette du fait que ça nous permet de sélectionner, ça nous augmente, n'est-ce pas, la probabilité d'avoir des bons dons. Comprenez? Et maintenant, beaucoup d'entre nous en contexte limité ont été contaminés par la transmission mère-enfant. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, s'abstenir. Parce que imaginez, vous pouvez avoir été en contact. Il est là, il est dormant. Il n'y a pas de souci. Vous vous morfondez. Maintenant, vous décidez par exemple de commencer à avoir une vie de débauche. Dans cette vie de débauche, donc vous contractez maintenant une co-infection avec le VIH par exemple. Ou alors une autre version du virus de l'hépatite B. Ça veut dire ce qui va se passer. Ça va produire une dégénération de votre corps. Et vous n'allez pas survivre à ça. Donc ce n'est pas une fatalité. Beaucoup vivent avec. Beaucoup guérissent spontanément. Beaucoup vivent jusqu'à leur décès sans jamais savoir. Vous comprenez? Donc, pas la peine de s'agiter. Ce n'est pas nécessaire de prendre un traitement ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Vivez. C'est tout. Vie. Et attention. Si vous décidez de transmettre ça, vous voulez commencer à transmettre ça à d'autres personnes, faites attention. Vous risquez de contracter autre chose. Vos relations avec des gens, avec cette intention-là, peut induire une mutation. Il peut avoir une mutation. En voulant chercher à transmettre, vous pouvez avoir une mutation. Tout est possible. Ou alors vous pouvez choper maintenant une version active. Qu'est-ce qui va donc se passer? Vous comprenez ça? Ça, c'est pour ceux-là qui vont dire que je me suis abstenu, mais j'ai le vu. Non, c'est bon. Si ce n'est pas
par rapport sexuel. Vous n'avez pas fait de rapport sexuel. Vous ne consommez pas de substances illicites. Vous ne partez pas dans les endroits à risque, les boîtes de nuit et autres. Vous ne vous coiffez pas n'importe où. Vous n'avez jamais été transfusé. Vous n'avez jamais été dialysé. Vous n'avez jamais reçu une opération ou une transplantation. Vous comprenez ça? On n'a jamais posé une greffe ou tout autre acte médical un peu complexe. Vous comprenez ça? Sachez que vous pouvez avoir été contaminé de la maman, vous comprenez? De la mère à l'enfant. C'est bon? Et si l'enfant naît d'une mère porteuse du virus et on n'a pas l'information, l'enfant ne recevra pas son sérum, n'est-ce pas, protecteur. Vous comprenez? Oui, 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 oui. Est-ce que vous l'aimez bon? Voilà. Et ces enfants vont avoir un suivi allant jusqu'à 6 mois. Parce qu'on doit veiller à ce que le virus ne se développe pas dans l'oreille de l'enfant à partir de ces anticorps de protection. Cette protection à base du sérum a une durée limitée. Ok? Ok, ceci étant dit, nous avons achevé avec cette série. À très bientôt pour un prochain chapitre.